Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la situation générale du pays et à la situation sécuritaire dans les pays voisins et au Sahel. Le Haut Conseil de sécurité a exprimé ses regrets quant aux agissements hostiles d'un pays arabe frère à l'Algérie. Réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre Nader El-Abaoui. Elle a été consacrée à l'examen d'un nombre de dossiers relatifs au secteur de l'industrie, de l'agriculture, de l'hydraulique et du développement ferroviaire. Plusieurs communications ont été entendues. Lancement des festivités officielles du Nouvel An Amazigh de 1954 sous le haut patronage du président de la République au cercle militaire de Beni Messous à Alger. Nous parlerons à l'occasion du marché de Ganaïr à la place de la Grande Poste, une véritable vitrine vivante de la diversité culturelle algérienne. L'agression sioniste contre la bande de Gaza est entrée dans son 4e mois. La région ne connaît aucun répit. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Tous les jours, des Palestiniens tombent sous les bombardements. La situation humanitaire dans la région est chaotique. Le point de situation dans ce journal. Indignation des organisations et militants des droits de l'homme après l'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme à l'ONU à Genève, un pays souvent pointé du doigt en matière de violation des droits de l'homme. L'équipe nationale de football est arrivée aujourd'hui en Côte d'Ivoire en provenance de Lomé au Togo en prévision de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui débutera samedi prochain. Les coéquipiers de Riyad Mahrez évolueront dans le groupe D. Correspondance dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la situation générale du pays et à la situation sécuritaire dans les pays voisins et au Sahel également. Dans ce contexte, le Haut Conseil de sécurité a exprimé ses regrets quant aux agissements hostiles d'un pays frère à l'Algérie. Le Premier ministre Nader El-Abaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un nombre de dossiers relatifs au secteur de l'industrie, de l'agriculture, de l'hydraulique et du développement ferroviaire. Le gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement du projet de réalisation du complexe de trituration de graines oléagineuses à Djidjel, qui devra être réceptionné à la fin du premier semestre 2024, et ce, en application des directives du président de la République relatives à l'accélération de la réalisation de cet important projet. Le gouvernement a entendu également une communication sur le suivi de la campagne Labour Semaille 2023-2024 qui se déroule dans de bonnes conditions grâce aux mesures d'aide et de soutien en faveur des agriculteurs décidées par le président de la République. Puis il a également été entendu un exposé sur un projet développé par une équipe de recherche de l'université de Sidi Belabès relatif au traitement des eaux usées par le recours à la technique de l'ozone pour leur réutilisation dans l'irrigation agricole, en attendant la réalisation des études économiques et environnementales nécessaires. Au volet coopération énergétique, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu le PDG du groupe italien Eni, Claudio Descalzi. La rencontre qui s'est tenue en présence du PDG du groupe Sonatrach, de responsables du ministère et des représentants du groupe Eni a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les relations de coopération et de partenariat qui lient Sonatrach à Eni. Les qualifiant d'excellentes, elles ont également discuté des voies et moyens de les renforcer davantage dans le cadre des accords signés entre les deux compagnies. L'Algérie célébrera vendredi prochain, 12 janvier, le passage au Nouvel An Amazigh de 1954, une fête qui symbolise l'authenticité et la richesse du patrimoine matériel et immatériel national. Les festivités officielles ont été lancées aujourd'hui sous le haut patronage du président de la République au cercle militaire de Beni Messous à Alger, sous le slogan Yanaïr, trésor culturel authentique et creuset du développement durable. Des conférences scientifiques, ateliers de formation et expositions ont été organisés pour l'occasion. Badé Amarni.
En donnant le coup d'envoi du programme officiel des festivités du Nouvel An Amazigh, le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazirité HCA, Sila Hachmi Assad, a mis en exergue l'intérêt particulier qu'accorde le président de la République Abdelmajid Tebboune à la préservation et la consolidation des composantes de l'identité nationale, rappelant que c'était l'un de ses 54 engagements. La célébration des festivités de Yennayer intervient cette année avec beaucoup de nouveaux projets et d'idées à développer, en plus de la présence pour la première fois des start-up que nous voulons plus nombreuses à l'avenir. Nous souhaitons aussi que les chercheurs dans les universités nous accompagnent dans la promotion de Tamazirt. Le secrétaire général du HCA a souligné que la wilaya d'Alger a été choisie pour abriter ce grand événement car elle incarne clairement cette référence séculaire dont nous devons être fiers en tant qu'Algériens et ce legs commun que nous devons mettre au service de la consolidation de la cohésion nationale. Des ateliers thématiques scientifiques et de formation dans les domaines de la traduction et de la recherche onomastique sont également prévus au profit des chercheurs. Entre autres l'aspect historique et même du développement durable. Nous perpétuons nos valeurs, notre histoire et nos racines. أيور ويزارن أيور أجور استمازير استقباليد أيور تفير تاوين يسم وانيور يسم هنا كفنا يسم نكفا يكفي أجنا وموها تاوالين تهضنين. Le programme des festivités du Nouvel An Amazigh se décline en plusieurs volets dans Souk Yennayer à Alger qui met à l'honneur le patrimoine culturel national à travers des stands d'artisans et de start-up s'intéressant à la valorisation du patrimoine national et à la promotion de la langue et de la culture nationale dans le but d'encourager les jeunes universitaires à s'intéresser davantage à ce domaine fertile. Le Nouvel An Amazigh fêté également par la communauté nationale établie à l'étranger. Le siège du consulat général d'Algérie à Paris organise en collaboration avec des associations culturelles une exposition artisanale pour mettre en relief le savoir-faire séculaire des artisans algériens. Initiative largement saluée qui sera généralisée aux autres représentations consulaires d'Algérie en France et dans d'autres pays du monde. Correspondance à Fabelochette. Au sein du siège du consulat général algérien à Paris, une atmosphère d'exception règne, presque mystique. À la veille de cette célébration ancestrale, les concitoyens sont accueillis dans une ambiance évoquant les hameaux nichés dans de majestueuses campagnes et les fières tentes de nos vastes déserts. Yennayer tape à nos portes et le consulat général se tient. Et j'encourage et je salue cette initiative du consulat, du consul en particulier, et puis de toutes ces associations qui se sont démenées pour faire cette manifestation, je me répète, qui, je trouve, est très significative de notre culture berbère. Ça fait plaisir, on est le consulat général d'Algérie, à Paris. Ça fait plaisir, je veux remercier tous les organisateurs. أنا لقيت لهنا دارونا أغرم قران ودارونا تغريفين صافي بليزير تحس روحك راك في البلاد اون ديري با اوني رانا في الغربه ولا الحمد لله صافي بليزير. Merci à l'Algérie et j'aime bien l'Algérie, vive l'Algérie. Vraiment, ça fait un grand plaisir. En fait, de monsieur le consul général, il a bien organisé au niveau du consulat général de Paris. Inch'Allah, chaque année, on va continuer comme ça. On remercie beaucoup monsieur le consul général de Paris et vive l'Algérie. Au grand Nayer à tous les Algériens de l'Est, de l'Ouest et du Centre. الزول في اللوان السيني غاثيك شمع الكونسولا وفي هينا غدا كويتي وسكوس جديد او مدينه اسكوس مربوح 1974 ان شاء الله هاكو الجزائريين هذا ربحان فلاس وانا ربحاك فلاس ان شاء الله الجزائريين وكواتي دهدو اسكوس امكاس. Cette fête, par sa nature première, s'érige en un rituel de délectation. La terre elle-même est honorée, sublimant tout le savoir-faire ancestral dans l'élaboration de mets aussi variés que délicieux.
دونك نبغي ذكرى العوايد تمورث عرن فرق ذاكي الغاشي نا لي زالجيريان يدي يصلحونا لاكي كونسولا نبغي عغروم نبغي تغريفين نبغي شوكولا الحوال نفرق دونك سلام غاسكواس امكاز اوك إزايريين. Le consulat général algérien à Paris a véritablement mis les petits plats dans les grands. Ne laissons aucun détail au hasard. Ces locaux se parent d'une exposition artisanale où se déploie le savoir pluriséculaire de nos maîtres en tapisserie, dinanderie, poésie et tannerie. Une première qui se déclinera dans plusieurs de nos représentations consulaires en France et en Europe. Intéressons-nous à présent à l'agriculture vivrière, une agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et à l'économie de subsistance, c'est-à-dire que les cultures qui en résultent sont destinées à nourrir le paysan et sa famille. Elle impose également d'accepter de ne consommer que des produits de saison. Elle est à vrai dire un héritage séculaire, elle permet d'économiser jusqu'à la moitié du budget familial. Exemple ce soir dans la wilaya de Timimoun, un reportage de Naïm Al-Walish. À Timimoun, qu'on soit fonctionnaire ou pas, riche ou pauvre, l'on cultive son potager tout près de la maison et la culture vivrière est une façon séculaire de vivre et de consommer. C'est l'hiver, les températures cessent de s'emballer et le jardin de Abdelrahman, un jeune fonctionnaire, peut s'épanouir. L'agriculture vivrière, je l'ai héritée de mon père et grand-père. Ici à Timimoun, nous jardinons tout l'hiver en famille. Cela représente une économie de 50% sur notre budget. Nous aimerions agrandir et cultiver davantage, mais les pluies se font rares. Les forages que creuseront les autorités pour nous seront alors les bienvenus. Destinés exclusivement à l'autoconsommation, on trouve dans ces jardins vivriers un peu de tout. D'abord un assortiment de plantes aromatiques très prisées dans la région, ensuite des tomates, des carottes, des pommes de terre, bref, des légumes de saison qui côtoient l'incontournable palmier. La plupart des jardins potagers occupent ici une superficie de moins d'1 hectare, quelque chose comme 20 sur 20 ou 40 sur 40. Dieu merci, ça nous apporte beaucoup, l'autoconsommation pendant la saison agricole complète. Un petit peu l'été où l'on arrête la culture à cause des fortes chaleurs. Mais en hiver, on cultive des choux, de la salade, des carottes, des fèves. On n'achète pratiquement rien du tout. Ce n'est qu'en été qu'on commence à refréquenter les marchés de légumes. La culture vivrière se pratique en famille à Timimoun. Elle se transmet également tant il est vital de cultiver son jardin et pourquoi pas en vendre l'excédent si ça se trouve. L'épouse du cheikh Sidi El-Hadj Mohamed Belkbir a été inhumée à Adrar. La défunte est décédée dans un hôpital à Alger. Sa dépouille était arrivée ce matin à la ville natale, accompagnée par son fils Sidi Ahmed, et fils du cheikh Sidi Mohamed Belkbir, et Ben Malik Amin, chargé de la mission à la présidence de la République. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 1er au 9 janvier plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont procédé à l'arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 61 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 6 quintaux et 18 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 8,1 kg de cocaïne et
1 202 231 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Borj Badi Mortar, Ingezem et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 208 individus et saisi 48 véhicules, 232 groupes électrogènes, 124 marteaux-piqueurs, 24 détecteurs de métaux, 46 quintaux de mélange de pierres et d'or brut, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 59 autres individus ont été interceptés, de pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 31 fusils de chasse, un pistolet automatique, 47 968 litres de carburant, 271 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, à la spéculation, 15 quintaux de tabac et 13 462 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine de 14 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 339 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin de ce communiqué. L'actualité internationale toujours aussi marquée par l'agression sioniste dévastatrice dans la bande de Gaza. La région ne connaît à vrai dire aucun répit. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Tous les jours, des Palestiniens tombent sous les bombardements sionistes. Ajoute à cela une situation humanitaire chaotique. Le point de situation avec Yamina Saïdi. Une autre nuit d'horreur à Gaza. Hier, plus de 147 Palestiniens, parmi eux des femmes et des enfants, ont perdu la vie, tandis que d'autres ont été grièvement blessés lors de bombardements et des tirs d'artillerie de l'occupant sioniste dans le centre de la bande de Gaza. Tôt ce matin, plusieurs personnes ont été tuées dans une frappe près d'un hôpital dans le quartier de Deir el-Balah au centre de la bande, alors que les habitants de Rafah au sud pleurent leurs proches tués lors d'une frappe sur un immeuble où vivaient 14 familles. L'occupant sioniste cible désormais le centre et le sud de l'enclave après avoir bombardé massivement le nord du territoire. Le Croissant Rouge palestinien a d'ailleurs annoncé la mort de 4 de ses secouristes dans une frappe sur une ambulance dans le centre. Plus de 120 ambulances ont été détruites et 326 membres du personnel soignant ont été tués depuis le 7 octobre. Le système de santé de Gaza est déjà à genoux et les membres du personnel de santé, comme les humanitaires, sont continuellement ciblés ou bloqués dans leurs efforts pour sauver des vies par l'occupant sioniste, dénonce le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Seuls 15 hôpitaux fonctionnent, même partiellement. Le manque d'eau potable et d'assainissement et les conditions de vie surpeuplées créent un environnement idéal pour la propagation des maladies. La situation humanitaire est indescriptible et la distribution de l'aide doit faire face à des obstacles quasiment insurmontables à cause des bombardements incessants. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit une tournée régionale visant à empêcher un embrasement régional sans grand succès pour le moment. D'un autre côté, la plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice le 29 décembre dernier contre l'entité sioniste pour génocide à Gaza a de solides chances d'aboutir, selon les observateurs. Elle demande l'application du droit international, la fin des crimes contre les Palestiniens, la poursuite judiciaire des responsables sionistes ainsi que le rejet de l'apartheid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière d'Alaïcha. Le Front Polisario s'oppose à la candidature du Maroc pour présider le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Oubi Boucharia Bachir, représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, a affirmé que le Maroc n'a pas ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et bafoue les droits des Sahraouis. Pour le représentant sahraoui, le choix est très clair entre le Maroc et l'Afrique du Sud qui représentent les valeurs de l'Afrique. Une candidature à la présidence du Conseil des droits de l'homme contestée par bon nombre d'ONG. On écoute cette déclaration avant tout. L'élection du Maroc aujourd'hui pour présider le 18e cycle de la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est à la fois un mauvais développement mais aussi très préoccupant et une preuve du fait de ce dysfonctionnement structurel du système de l'ONU, que ce soit à New York ou à Genève. Aujourd'hui, et d'après pratiquement la grande majorité des missions diplomatiques ici à Genève, le vote était un vote politique, pour ne pas dire un vote géopolitique. Il n'y a en aucun cas le vote a été fait sur le critère des droits de l'homme ou le respect des droits de l'homme, sinon le choix était évidemment très clair entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Le Maroc est un pays qui occupe militairement un territoire africain et qui viole systématiquement les droits de l'homme et qui n'a pas encore ratifié la charte africaine des droits de l'homme, en plus des violations systématiques que le gouvernement marocain est en train de commettre contre son propre peuple. Mais c'est les grandes puissances occidentales qui ont poussé, exercé beaucoup de pression sur les membres du Conseil pour barrer la route devant l'Afrique du Sud par la crainte que l'Afrique du Sud se servira de ce mandat pour faire avancer la cause juste palestinienne et toutes les causes justes, y compris le Sahara occidental, mais surtout en relation avec le génocide qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Le Maroc est élu par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU aujourd'hui exactement pour exécuter l'agenda de grandes puissances et continuer à cautionner ce génocide qui se déroule contre le peuple palestinien à Gaza et dans l'ensemble des territoires palestiniens.
L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme, contestée par bon nombre d'ONG, d'associations de défense des droits de l'homme, entre autres. Yasmine Massoudi. Le Maroc a remporté la présidence du Conseil des droits de l'homme, alors que cette même candidature a été contestée par des ONG et des associations de défense des droits de l'homme. Ce qui provoque de vives interrogations sur cette élection qui laisserait penser que le régime du Makhzen a recouru aux pratiques qu'il maîtrise si bien, le lobbying et la corruption. Par son statut de pays colonisateur, l'élection du Maroc est une honte. Le régime du Makhzen occupe indûment les terres du Sahara occidental, qui se trouve être la dernière colonie d'Afrique. Exploitant ses richesses, perpétrant sans cesse des exactions à l'encontre du peuple sahraoui, faisant recours à la torture et aux arrestations arbitraires pour le brimer, violant totalement le droit international humanitaire. Une répression qui n'épargne pas le peuple marocain. Des ONG marocaines et internationales dénoncent régulièrement la répression qui vise des journalistes et militants des droits humains au Maroc, notamment par l'utilisation de procès pour des crimes de droit commun, en particulier sexuels ou par la surveillance numérique. قبل المعارضين كانوا كيتعرضوا لمحاكمات سياسيه واضحه في المغرب وهذا الشيء كيجعل منهم ابطال وكيجعل الراي العام يساندهم اما الان كيتهموهم بالاغتصاب بالسرقه بالخيانه وهذا الشيء يعني اكثر فعاليه بحيث كيتعزلوا على الراي العام. بقى عمر في السجن الاحتياطي بدون تبرير لمده سنه وما تعطاهش الملف ديالو فعمر ما كانش كيعرف شنو هي التهم ديالو فكيفاش يمكن له يدافع على راسو هو ما عارفش شنو هي التهم اللي عنده. وملي بدات المحاكمه ديال عمر المحكمه رفضت الاستماع الى الشهود اللي هما في صالح عمر وفي نهايه المطاف وبعد عده جلسات المحكمه كتقرر الحكم على عمر ب6 سنوات. ملي كانت كتستنطقني الشرطه ضغطوا عليا باش نقول انني ضحيه تحرش جنسي من طرف الصحفي توفيق بوعشرين. طبعا انا رفضت لان السيد عمرو تحرش بيا ومن بعد ما خرجت المحاضر اكتشفت انهم قولوني داكشي اللي ما بغيتش نقول وتم تزوير المحضر ديالي. هنا انا عرفتهم انهم بغاو الخدمه في الراجل. مني انتفضت قاموا برفع دعوى ضدي بالتشهير امام المحكمه ودانتني المحكمه ب6 شهور ديال الحبس يعني بسرعه قياسيه. وعلى خلفيه هذا الموضوع قررت انني نغادر المغرب مجبره. Le Makhzen est notamment accusé d'avoir utilisé le logiciel espion Pegasus pour pirater les téléphones de journalistes, de militants ou de politiciens marocains et étrangers. كانت مختبرات تقنية خبرتني بأن التليفون ديالي تعرض للهجوم ديال على طريق بيغاسوس اللوجيسيال ديال التجسس اللي كيسمح بالوصول الايميل التصاور التسجيلات المكالمات لاي شيء يعني انهم كانوا عبروا كيتمكنوا انهم يطلعوا على كل حياتي الشخصيه. Dans le pays, la colère et l'indignation ont atteint leur paroxysme. Dégradation du pouvoir d'achat, cherté de la vie, chômage, l'injustice dont sont victimes les Marocains et la précarité dans laquelle ils vivent les poussent à investir la rue et à dénoncer une situation devenue insupportable. Des manifestations qui sont violemment réprimées. Les forces d'occupation marocaines ont violemment dispersé une marche pacifique organisée par des défenseurs des droits de l'homme sahraouis à l'Aïoun occupée dans le cadre de la campagne internationale contre la candidature du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Des manifestants ont été violentés et roués de coups par les forces d'occupation. Les militantes sahraouis ne faisaient que manifester en brandissant le drapeau national sahraoui et en scandant des slogans exigeant le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Elles tentaient de distribuer des tracts condamnant les crimes contre l'humanité commis envers les civils sahraouis dans les territoires sahraouis occupés. Tandis que le Maroc vit au rythme des manifestations de colère et d'indignation, le souverain marocain s'offre une vie entre luxe et somptueuses dépenses. Évitant de rentrer au Maroc par crainte des enquêtes de la DEA américaine, il est actuellement en villégiature aux Seychelles ou encore à Singapour. Il devrait bientôt se voir livrer une nouvelle résidence privée bâtie sur l'île de Zanzibar. Yemina Seydji. L'ex-roi des pauvres Mohamed VI affiche désormais une vie extravagante faite de luxe, de faste et d'excès. Avec pour toile de fond la construction d'une nouvelle résidence royale à Zanzibar dont le peuple marocain fera les frais.
Cette épopée dévoile une réalité marquée par des scandales internationaux et des choix nettement contestables. En fuyant son propre territoire depuis le scandale de l'Escobar sahélien, un réseau tentaculaire de trafic de drogue impliquant plus de 200 hauts responsables marocains, Mohamed VI se réfugie dans des séjours luxueux aux Seychelles et à Singapour. Évitant le Maroc par crainte des enquêtes de la DEA américaine, il se lance dans la construction d'une résidence à Zanzibar, épicentre des escapades des milliardaires mondiaux. Cette nouvelle facette de son règne dévoile une réalité déchirante pour un peuple déjà en proie à la précarité, se sentant trahi par un monarque qui a tourné le dos à une cause centrale qui leur tient à cœur, la cause palestinienne, et qui entretient des liens controversés avec les forces d'occupation sionistes. Ainsi, à la tête d'une fortune dépassant les 6 milliards d'euros, amassée au détriment du peuple marocain, soumis à une politique d'appauvrissement extrême, et du peuple sahraoui, délaissé de toutes ses ressources, Mohamed VI baigne dans l'opulence. Une débauche de luxe incommensurable, affichée sans vergogne, alimentant la colère d'un peuple déjà en ébullition. L'équipe nationale de football est arrivée aujourd'hui en Côte d'Ivoire en provenance de Lomé au Togo, où elle avait effectué un stage de 10 jours en prévision de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations qui débutera samedi prochain. Les coéquipiers de Riyad Mahrez en sont donc à Bouaké, où ils évolueront dans le groupe des correspondances de notre envoyé spécial Smaïl Belkadia. L'arrivée de l'équipe nationale à Bouaké a constitué l'événement du jour avec un accueil chaleureux par les autorités locales, mais également son Excellence l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire. Toutes les mesures ont été prises en ce qui concerne l'arrivée, l'hébergement et la sécurité de notre équipe nationale. Leur hôtel, lieu d'hébergement, est fin prêt pour les accueillir aujourd'hui. Il y a également des mesures qui ont été prises en ce qui concerne les supporters et nous en remercions les agences de voyage. À sa descente d'avion, le président de la délégation algérienne n'a pas manqué de remercier et de souligner l'excellent accueil réservé au Fennec. التربص الأول بري كومبيتيتيف لأولا تحضير الفريق الوطني للكأس الإفريقيا وكذلك لادابتاسيون دي جوار بارابور الكليما اللي راها افريكا هنايا. حنا الهدف تاعنا هو ضمان الكل والوقوف على كل صغيره وكبيره سواء البريزون فيدراسيون ولا البيرو فيدرال باش الفريق الوطني يتحسن على احسن ظروف. En début de soirée, les camarades de Mahrez vont effectuer leur première séance d'entraînement à Bouaké. Et nous avons avec nous en direct de Bouaké notre correspondant Smaïl Belkadia. Smaïl, vous êtes devant le stade où se déroule la première séance d'entraînement de l'équipe nationale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Exactement, non, eh bien sûr, c'est la première séance, c'est une séance légère avec l'ensemble de l'effectif. Après leur arrivée, les joueurs de l'équipe nationale sont allés s'installer à l'hôtel et puis se sont reposés un peu. Maintenant, c'est une séance légère et une séance de décrassage, mais ce qui est bien, c'est que toutes les conditions là sont réunies pour que l'équipe nationale entame de la meilleure manière possible son périple africain cette année et surtout qu'il y a tout ce qui est favorable ici à Bouaké. Les jeunes, regardez, bien, ils sont tout autour, ils attendent toute l'équipe nationale. C'est des supporters tellement avérés que l'on ne trouve même plus de mots pour les qualifier. Regardez ça, même les jeunes sont avec le maillot de l'équipe nationale. Allez, pourquoi tu supportes l'équipe nationale? Parce que c'est le meilleur. Et tu aimes l'Algérie? Oui. Et ton idole, c'est qui? Riyad Mahrez. Ah, et les jeunes, donc voilà, l'ambiance elle est là, tout le monde est là bien sûr et tout le monde va supporter l'Algérie parce que eh bien Bouaké, on est presque pratiquement chez nous et regardez l'ambiance qu'il y a. Allez les jeunes. 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! Voilà Nord, l'ambiance est déjà bien plantée, le décor est là pour que eh bien l'équipe nationale jouisse de toutes les conditions et notamment les supporters derrière. Merci Smaïl Belkadia. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Bouaké. C'est un grand événement sportif auquel s'est préparé un restaurant algérien à Abidjan. Il est d'ailleurs le seul et l'unique à proposer des plats traditionnels de chez nous. Je vous invite à découvrir dans ce reportage de Smaïl Belkadia toujours et Samia Chichou.
Proposer des plats algériens aux clients est le pari relevé depuis une dizaine d'années par une Algérienne qui gère l'unique restaurant bien de chez nous en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, avec comme objectif de faire la promotion de notre art culinaire chez nos amis ivoiriens. C'est un restaurant, il donne les spécialités italiennes, mais comme on est comme l'Algérien, حبينا نعرفوا la culture تاعنا حبينا نعرفوا la cuisine algérienne les Ivoiriens ou les étrangers مهما يكونوا هنايا في Abidjan. Pour accompagner l'événement de la Coupe d'Afrique des Nations et l'accueil des supporters algériens, c'est une préparation inhabituelle. Donc pour l'événement تاع la CAN, حنا رانا نستناوه depuis très longtemps. Franchement, ورانا بزاف فرحانين. في المطعم ديجا سبيسيالمون عندنا دي سبيسياليتي الجيريان باش هكذا لي زالجيريان كي يجوا لهنايا ما تجيلهمش بيزار يلحقوا لا كوت ديفوار وكلشي غريب عليهم. Les chefs cuisiniers de ce restaurant sont fiers de promouvoir leur savoir-faire qui connaît un franc succès chez les Ivoiriens. On fait des spécialités algériennes. Comme on prépare le mardoma ici, c'est des spécialités algériennes. C'est le seul restaurant à Abidjan. C'est le seul restaurant qui fait le mardoma ici à Abidjan. Les gens l'aiment beaucoup. Algérienne, pas algérienne. Bon, pour cet événement, la Coupe d'Afrique, l'équipe nationale, les Algériens dessinent avec À quelques encablures de l'événement footballistique, les Algériens vivant en Côte d'Ivoire retiennent leur souffle. Un jour, c'est pas... Je suis algéro-ivoirien, de père algérien et de mère ivoirienne. Je suis né ici, en Côte d'Ivoire. Concernant la Coupe d'Afrique, j'attends beaucoup de l'équipe algérienne. Il faut dire que c'est la première fois pour nous de recevoir une grande compétition, une compétition de cette ampleur. On est impatients, on attend beaucoup. C'est la première fois qu'on va voir nos idoles, on peut dire, parce que c'est nos idoles. Moi, mes parents, ils sont algériens, je suis 100% algérien, mais je suis né ici. Donc, on va dire, dans le sang, c'est l'Algérie, mais dans le cœur, c'est la Côte d'Ivoire et l'Algérie. C'est vrai que pour la CAN, vraiment beaucoup d'attentes de mes deux pays, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et Inch'Allah, j'espère que ces deux nations ne vont pas nous décevoir, en tout cas pour cette Coupe d'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Monet Large pour l'édition de midi, celle de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite.